J'ai l'impression de devoir passer un examen. C'est donc avec plein d'émotion et de reconnaissance que je prends la parole devant vous ce soir. Et je commence par remercier le doyen Morchette et le professeur Davoine pour ces paroles aimables, mais largement imméritées, et qui me font rugir encore, comme je viens de le dire, et me font monter le niveau d'émotion. Je vous remercie tous d'être venus si nombreux pour cette occasion, que vous soyez amis de toujours, complices, collaborateurs, collègues ou étudiants. Il y a presque 35 ans, tu disais il y a 35 ans, moi je pensais que c'était en 91, mais c'était en 90 probablement, tu as dû consulter les registres, cher Eric. Je m'adressais pour la première fois à un auditoire à l'Université de Fribourg. Le monde a changé depuis, et nous aussi, mais peut-être il n'a pas changé autant que l'on pense. Pendant cette longue période, les lieux de rencontres, de collaboration et d'amitié se sont multipliés au fil des diverses initiatives que Eric a largement mentionnées, qu'elles soient purement universitaires, qu'elles soient de source ou d'enracinement dans l'éthique chrétienne, qu'ils soient de préoccupations professionnelles quant à la manière d'enseigner l'économie et la finance dans les universités. C'est dans tous ces différents contextes que nous sommes rencontrés, que nous avons travaillé ensemble, que nous avons collaboré, nous avons mené à bien un certain nombre d'initiatives, nous avons subi aussi un certain nombre d'échecs plus ou moins cuisants. Le monde a changé, dirais-je, mais sa marche est faite de continuité et de rupture, c'est ce que nous renseignaient les professeurs d'histoire à l'Institut des hautes études internationales quand je faisais ma licence. C'est une courte réflexion sur ce thème que j'aimerais vous inviter ce soir. Je souligne qu'il s'agit d'un travail en cours, plein d'imperfections, ouvert à des commentaires, à des corrections et à des améliorations. Je commence par un souvenir personnel. En 1977 ou 78, la TSR avait diffusé une série de cours documentaires, de cours et documentaires à la fois, un format plein d'avenir comme on le verra avec le multimédia, produit par la BBC, qui s'appelait Le temps des incertitudes. Peut-être certains d'entre vous se souviennent, c'était en 10 ou 15 volets, et c'était produit par la BBC à l'origine, Times of Uncertainty, sous la houlette de John Galbraith. L'émission de cette série tombait au moment où je devais décider de poursuivre une thèse en économie ou pas. Et j'ai retrouvé dans cette manière d'aborder l'économie par John Galbraith une approche particulièrement féconde, complémentaire et peut-être plus satisfaisante que les cours de théorie qu'on nous faisait subir à l'époque à l'université, à l'Institut. Donc si j'emprunte aujourd'hui le titre de mon intervention à cette série des temps des incertitudes, c'est pour deux raisons. La première, c'est un coup de chapeau à John Galbraith qui m'a beaucoup donné, beaucoup inspiré, et je l'en remercie. Et deuxièmement, pour souligner le fait que la période que nous traversons colle particulièrement bien avec cet intitulé. Alors, je crois qu'on peut commencer malheureusement sur un ton qui n'est pas très positif, qui est relativement triste, parce que nous avons tous l'expérience que depuis une quinzaine, vingtaine d'années, la peur fait partie de la vie quotidienne du monde. Il y a eu d'abord le 9 septembre 2001, avec une fracture civilisationnelle qui se dessinait, que nous avons cru percevoir progressivement se renforcer. Il y a eu ensuite la crise financière, la secousse systémique détonnée par l'innovation financière 2007-2008. Un certain nombre de nos certitudes ont volé en éclats. En 2014, le retour de la guerre en Europe, ce que nous pensions totalement impensable jusque-là. En 2016, la secousse de l'épreuve institutionnelle aux USA avec le Trump 1. Et puis ensuite, 2020 à 2023, la pandémie. Et bien sûr, depuis janvier de cette année, le MAGA qui fait trembler le monde à peu près tous les jours de manière un peu différente. Sur une toile de fond d'évolution technologique qui promet de belles choses, mais qui aussi amène un certain nombre de craintes et d'appréhensions. Si on regarde j'avais ce petit livre dans ma bibliothèque, publié par Georges Duby avant la fin du siècle, qui s'appelait « Les peurs de l'an 1000 et les peurs de l'an 2000 ». Et il passait en revue les peurs de l'humanité. Et il parlait des peurs de l'humanité. L'humanité se nourrissait au début du deuxième millénaire. Ainsi, il mentionnait
la peur de la misère, la peur de l'autre, la peur des épidémies, la peur des violences et la peur de l'au-delà. Je crois que nous pouvons, depuis le début du siècle, nous cochons en quelque sorte chacune des cases identifiées par Duby, le grand historien que je viens de mentionner. En effet, l'histoire de ce point de vue, l'histoire nous rassure parce que rien d'anormal d'avoir peur, mais elle ne rassure pas vraiment parce que la peur, c'est pas un sentiment avec lequel nous aimons cohabiter. Donc le monde est devenu, depuis le début du siècle, c'est une hypothèse que je formule, le monde est devenu différent mais historiquement normal. Avec le début de ce XXIe siècle, les peurs deviennent collectives. Elles étaient jusque-là, chacun la nourrissait dans son propre sein, dans son propre environnement, dans sa propre famille, dans son propre village. Là, elles sont devenues collectives et partagées. Les conséquences, c'est que les certitudes fondamentales sont mises en question. Les certitudes fondamentales sur lesquelles repose une bonne partie de l'acquis systémique et l'acquis civilisationnel dont je vais parler. Il n'y a pas longtemps, Eric le mentionnait, dans la dernière volée de la cure de philosophie pour cadres, un des étudiants a dit « Quand tu mets en doute les certitudes, tu es mal ». Et j'ai repris cette citation parce qu'effectivement, elle exprime de manière un peu courante ce sentiment de malaise qui nous traverse au niveau individuel et sociétal quand on regarde les nouvelles du matin ou du soir. Donc ça se nourrit par un sentiment de désorientation, une certaine quête de repères que nous avons de la peine à mettre en place et la perte de cohérence systémique. Nous sommes donc, comme je disais, me semble-t-il, dans un temps d'incertitude qu'il vaut la peine de scruter d'un peu plus loin, un peu plus en profondeur. Parce que je reviens à un concept qui m'a animé la plupart de mes recherches, celui de système. Depuis la thèse au début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, je crois que le système socio-économique, c'est quelque chose qui s'étudie de manière interdisciplinaire avec une boîte à outils particulière qu'il faut affiner, mais qui pose la question de la cohérence des structures socio-économiques. Donc tout système socio-économique, d'après moi, repose sur un certain nombre d'axiomes, des non-dits, qui sont tellement évidentes qu'on n'a pas besoin d'y revenir, qu'on n'a pas besoin de les discuter, qu'on n'a pas besoin de les approfondir. Aussi longtemps que ces certitudes tiennent, donc elles ne sont pas mises en question, elles sont largement partagées, elles guident, elles inspirent l'action, et cette action crée des résultats, et le système reste solide et cohérent, parce qu'il y a une boucle de rétroaction, comme je vous le montrais tout à l'heure. Parce qu'en effet, il y a une transmission, les valeurs inspirent des comportements, ces comportements forment des mécanismes sociaux, lesquels donnent naissance à des structures, et les structures génèrent des résultats qui finissent par confirmer ou affirmer les valeurs et les certitudes. Aussi longtemps que la boucle est positive, ça va très bien. À partir du moment où ça commence à y avoir de l'incohérence, les questions se posent. Au moment où les certitudes vacillent, la logique du système est ébranlée et des logiques alternatives se dessinent, découlant d'autres certitudes qui sont prêtes à prendre la place des fondements du système précédent. C'est ça le temps des incertitudes. Au cœur du système, il y a donc la congruence entre les valeurs et les résultats. Aussi longtemps qu'il y a une rétroaction positive, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une situation stabilisante et stabilisatrice. À partir du moment où la rétroaction devient négative, l'entropie rentre dans le bal, en quelque sorte, et il y a déstabilisation et affaiblissement de cohérence systémique. On peut le présenter comme ça. Sur la partie droite du tableau, vous avez que des plus, donc c'est une axiome qui nourrissent une cohérence systémique, laquelle génère une satisfaction liée aux performances, ce qui confirme les certitudes et les axiomes sur lesquels on ne revient pas, et ainsi va le bateau. Et puis en rouge sur la droite, vous avez la situation inverse, c'est plutôt les flèches d'ailleurs vont dans les deux sens avec des signes négatifs, donc un potentiel de rétroaction négative. Alors j'aimerais me concentrer maintenant sur la notion du capitalisme en tant que système. Capitalisme entre guillemets, des montagnes ont été écrites, des bibliothèques entières ont été écrites, et j'ai aucune prétention de les avoir compulsées toutes, même si j'en ai lu un certain bout. Il me semble qu'on peut définir le capitalisme comme un système qui s'est érigé autour du principe de la rémunération du capital.
Et il a fallu que 3 conditions soient remplies pour que cette rémunération devienne effective et admise. D'abord, il a fallu qu'elle devienne acceptable moralement, ce qui n'était pas gagné si on regarde la littérature d'éthique financière, d'éthique monétaire pendant le Moyen Âge. La question de la rémunération du capital était mise en doute, mise en question comme illégitime du point de vue éthique. C'est Calvin qui ouvre la porte avec sa fameuse lettre à Sachin que nous avons eu l'occasion de publier dans une de nos revues en 1545 où il dit à partir du moment où le prêt ou l'investissement sert à accroître les capacités de production futures, il n'y a pas de raison que l'apporteur de capitaux ne soit pas rémunéré. C'est la porte ouverte sur laquelle ensuite Max Weber, plus près de nous au XXe siècle, a bâti son argumentation que la pensée, l'éthique protestante ont fait le point de départ du capitalisme du point de vue de cette permission morale. Mais c'est pas tout, il suffit pas pour permettre du point de vue moral pour que la chose devienne réalité. Il y a encore la question de la possibilité technique. Le capital en tant que facteur de production, en tant que facteur de production autonome par rapport au travail. C'est quelque chose qui est arrivé au début du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, avec l'industrialisation, avec la question des économies d'échelle, des possibilités massives d'investissement et l'impossibilité d'individus de faire face à ces possibilités. Donc il fallait se mettre ensemble. Et ça, c'est la troisième condition, c'est la possibilité institutionnelle, donc notamment le régime de propriété de la société anonyme qui a donné en quelque sorte la forme juridique pour aller de l'avant, pour que ce capitalisme puisse se développer et passer par un certain nombre de mutations. Ces conditions donc où le capitalisme peut fleurir sont réunies en Occident à peu près depuis 250 ans. Maintenant, 2 mots avant de passer à l'épreuve des faits, à regarder comment le capitalisme a évolué. 2 mots sur les crises et les transformations systémiques du point de vue théorique. Aussi longtemps que le principe de cohérence et la logique fait face à l'entropie, le système tient bon, mais il y a crise quand le principe perd son emprise ou est défié par un principe alternatif. C'est cette situation-là qui m'intéresse particulièrement. Alors nous avons préparé, par votre intention, un document. Je ne sais pas si Andrew, vous pouvez le faire circuler. Vous allez recevoir une grille où j'ai essayé de faire une périodisation systématique de l'économie de marché et son évolution pendant les 150 dernières années avec un certain nombre de variables que j'ai essayé d'identifier. J'attends que peut-être la feuille circule, mais ça va mettre du temps. Est-ce qu'un des petits-enfants peut aider Andrew à se faire circuler? Parce que j'ai l'honneur d'avoir des petits-enfants qui sont capables d'aider même dans les cours d'université. Merci Antoine et Devon. Ah, il y a aussi Lucie, Pierre et Pauline qui sont prêtes à donner un coup de main. Alors j'ai essayé la feuille remonte plus haut que ce que vous voyez sur le transparent. Mais j'ai essayé de découper la période depuis la guerre en périodes avec des éléments dominants, avec ce qui était caractéristique du point de vue de la dynamique géopolitique, stratégique, la dynamique sociétale du capitalisme, la dominante entrepreneuriale du capitalisme, la dominante financière du capitalisme, quelques auteurs, et surtout la troisième colonne, les forces disruptives, c'est-à-dire ces signaux faibles qui m'intéressent particulièrement dans la perspective des temps d'incertitude dans lesquels nous nous trouvons. Les 2 dernières colonnes montrent que l'enseignement social chrétien est resté toujours aux aguets des évolutions sociales en décrivant un certain nombre de documents. Et vous avez aussi 2 colonnes qui résument les auteurs. D'un côté, les auteurs qui me paraissent plus de portée systémique, et puis une colonne dédiée à la pensée économique. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est de regarder ces 5 périodes depuis la fin de la dernière guerre.
Alors 47, la dominante, c'est la fracture du monde en deux, la décolonisation, mais aussi la crise monétaire et pétrolière qui donne fin, qui marque la fin de cette période que certains appelaient les 30 glorieuses. C'était la période de triomphe de l'économie sociale de marché, des 30 glorieuses, comme je viens de le dire. Mais du point de vue entrepreneurial, il y a eu beaucoup de spillover de l'industrie militaire et des conquêtes technologiques réalisées pendant la guerre qui sont tombées dans le giron privé. Et puis la possibilité d'internationalisation, notamment avec le plan Marshall, l'internationalisation des entreprises, notamment US. Du côté financier, alors c'est l'étalon dollar, ensuite la chute du système de Bretton Woods et le début de l'innovation financière, notamment avec les pétrodollars et surtout les eurodollars. L'internationalisation des banques était aussi caractéristique de cette période. Comme auteur, je n'ai pas le temps de les résumer tous, mais je retiendrai Schumpeter, Prebisch, Chandler et Dumont. Et puis, comme force disruptive, c'est Make Peace Not War de Woodstock. C'est les événements de mai de 68 et c'est le problème du mal développement. Ces forces disruptives ont fortement interrogé le fonctionnement de l'économie. On retrouve une partie de réponse dans la période suivante qui est celle de la guerre froide, de la vraie guerre froide, et de la course aux armements et la consolidation européenne aussi, la création de l'Union européenne. Il y a eu des crises pétrolières pendant cette période, mais aussi, si je reviens sur la partie, parce que la transnationalisation des entreprises, notamment l'apparition des premiers GAFAM, et le début des 30 euphoriques de la finance qui ont pris le relais des 30 euphoriques, des 30 glorieuses de l'économie. C'est les 30 euphoriques de la finance qui ont pris le dessus. Mais il y a aussi des signaux faibles. C'est le début de la question environnementale avec le Club de Rome, avec la découverte de la multiplicité des visages du capitalisme avec les travaux de Michel Albert, et c'est la contestation technologique avec des auteurs comme Ivan Illich ou Jacques Ellul. Et la période d'après, c'est la période glorieuse qu'on a appelée la période de la fin de l'histoire. Le mur de Berlin est tombé, il y avait un genre d'illusion d'unification du monde et de la vocation éternelle du tandem économie de marché et démocratie. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ah, mais il fallait juste donner un signe. Cette période, donc, qui se termine en 2007 avec la crise financière, d'après moi, c'est la secousse que tout n'est pas aussi beau sur la planète Terre et que les perspectives que nous avions d'améliorer le monde en faisant juste ce qu'on faisait jusque-là n'étaient pas suffisantes. La crise financière, qui aujourd'hui, de certaines perspectives, on peut l'appeler la non-crise financière, c'était une secousse, ou bien la crise uniquement financière, parce que on craignait qu'elle devienne une crise macroéconomique, mais en fait, elle n'est pas devenue une crise macroéconomique. Et puis, la période de 2007 à 2016, qui est celle de la globalisation chancelante, parce que je pense que la crise financière a mis en doute l'idée de la globalisation, la faisabilité de la globalisation, sans adjectif, sans bémol. C'est aussi la période où l'ONU a été marginalisée, la grande structure héritée de la dernière guerre a été marginalisée par des tentatives de directoire mondial sous le nom de G7 ou G20 ou que sais-je. En tout cas, il y a une marginalisation avec tentative de répondre aux défis par les objectifs de développement durable et des choses comme ça. C'est la période où le néolibéralisme devient contesté et l'échec de la théorie du ruissellement qui devait être la réponse aux problèmes de développement est flagrante. C'est aussi la période de l'économie de plateforme, début de l'économie de net économie, de l'économie des plateformes, qui change fondamentalement le rapport entre le capital et le travail.
Les signaux faibles, c'est la, la montée des inégalités, la contestation des fois politique, en tout cas sociétale, sous le terme de Occupy Wall Street, donc la fin de l'hégémonie financière, le doute dans l'euphorie financière, dans les promesses de l'euphorie financière, avec des auteurs comme Piketty et comme Harry Mintzberg qui critiquent fortement le management de l'entreprise tel qu'il était pratiqué. À partir de 2016, avec la secousse institutionnelle dont nous vivons encore les éléments de continuité, l'apparition du populisme, la mise en question sur la scène mondiale, la mise en question des principes du droit international, tout en quelque sorte virevolte. Donc nous avons des signaux faibles qui deviennent des signaux forts, des signaux de critique qui deviennent des signaux qui s'additionnent et qui nous rappellent que nous avons des éléments de discrépance qui commencent à s'infiltrer dans le système socio-économique. Parce qu'en effet, nous subissons, et j'essayais de le montrer avec ce tableau que vous pouvez compléter et étudier à la maison, et comme je l'ai dit, c'est un work in progress, donc c'est pas quelque chose de définitif. Nous sommes dans une situation où les signaux faibles, en s'additionnant, deviennent assourdissants et nous renvoient, comme je viens de le dire, sur les bases des certitudes. Et j'ai pris 4 certitudes pour vous montrer comment ces certitudes chancellent. La première d'entre elles était celle dont ma génération a été largement nourrie, c'est que le jamais plus des lendemains de la dernière guerre retentira avec la même force au travers de toutes les générations à venir. Que c'est une leçon que l'humanité a appris de manière non réversible et que c'est un acquis fondamental. C'est sur cette base que nous avons bâti toute la structure des droits de l'homme comme un intangible universel, la foi dans la capacité du droit international public de contenir et de régler les différends comme étant la norme suprême. Et aussi de cette certitude découle l'idée que la coopération, qui est la seule issue rationnelle dans les affaires humaines, on portera toujours parce qu'elle est rationnelle, sur d'autres velléités, parce que justement c'est un jeu à somme nulle et non pas un jeu à somme négative. Les doutes aujourd'hui, c'est que le vécu de cette génération qui a vécu la guerre, le vécu tangible, immédiat, est en train de s'effacer et l'histoire s'efface des mémoires. L'histoire écrite, elle est moins présente que l'histoire vécue. C'est une expérience que nous sommes en train de faire avec la période où disparaissent les derniers survivants de la période de la dernière guerre. Donc nous apprenons aussi que l'histoire n'est jamais close, elle n'est jamais écrite définitivement avec toute une velléité de révisionnisme et de narration alternative, qui sont souvent au service du nationalisme et en quête d'identité, et les frontières vacillent entre le vrai et le faux. Et bien sûr, comme éléments de doute fondamentaux, les deux législatures de Trump. Donc une première certitude qui était fondamentale est en train de vaciller. Deuxième certitude qui est plus proche, qui a été véritablement forgée au moment de la chute du mur de Berlin, que la supériorité du tandem démocratie et marché était démontrée une fois pour toutes et il n'y a encore une fois pas de retour en arrière possible. Quelle est en quelque sorte l'aspiration naturelle de toute l'humanité, qu'elle soit au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et que le fait qu'on était arrivé à cette fin de l'histoire était la preuve de cette certitude, en quelque sorte, de la supériorité universelle et atemporelle du tandem marché-démocratie. Il n'y avait plus besoin de s'en préoccuper, c'était un acquis. Les doutes qui viennent progressivement au fil des périodes que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui viennent éroder cette certitude sont nombreux. D'abord le manque d'assises institutionnelles et culturelles universelles de la démocratie et du marché. On le voit avec les tentatives de transplantation souvent ratées dans différents pays. Chez nous, les faibles taux de participation aux élections, les introuvables majorités, un peu partout à travers le monde, les États faibles, ce que les politologues appellent les failed states, rongés par le syndrome de la corruption, l'attrait pour les autoritarismes et, ce qui est important du point de vue économique, la concurrence asymétrique qui conduit à une concentration de pouvoir de marché avec
comme conséquence de l'exclusion. La crise financière était un événement qui a fait précipiter, je pense, une bonne partie de ces doutes et les a consolidés. La troisième certitude, c'est que le progrès qualitatif et quantitatif est inscrit dans la logique de l'histoire. C'était aussi quelque chose sur lequel nous avons vécu, en tout cas ma génération, c'était quelque chose qui était pas tout à fait questionnable, ni du point de vue qualitatif, ni du point de vue quantitatif. On voulait bien admettre qu'il y avait des petits arrêts, des petits soubresauts, mais que la tendance était claire et elle était unidirectionnelle. Mais les doutes s'amplifient. La croissance est faible, elle est mal répartie, notamment entre le nord et le sud. Il y a le problème de la crise climatique qui attend toujours des réponses, les limites technologiques et les terres rares, et la montée sur toile de fond, les inégalités. Donc la question le progrès a été fortement écorné pendant ces dernières décennies, qui est un argument de plus de pouvoir dire que nous sommes dans un temps d'incertitude. Et puis la quatrième certitude, on pourrait allonger la liste, c'est celle de l'occidentalisation du monde comme étant irréversible. C'est un peu le pendant de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le tandem démocratie et marché, que l'occidentalisation était l'aspiration irréversible et irréversiblement partagée par toute l'humanité. On voit d'abord avec les bouquins de Huntington les spectres de clash de civilisation et des alternatives systémiques, notamment chinoises, qui deviennent de plus en plus séduisantes pour une partie de l'humanité. Donc ces ébranlements, ces certitudes qui n'en sont plus, nous conduisent à nous interroger sur la vision d'avenir. De quoi cet avenir pourrait être fait? Que le système est en train de se transformer, qu'il est en train peut-être au bord d'une crise, nous sommes peut-être au bord d'une crise systémique, c'est évident. Quelle tête, quelle étape vont surgir, c'est la question sur laquelle j'aimerais me pencher en clôturant cette courte intervention. Quelle direction prendra donc la transformation systémique? Je crois qu'il y a deux niveaux. Si vous regardez le tableau que j'ai pas eu le temps d'analyser avec vous de manière détaillée, il y a deux niveaux, je pense, où les incertitudes s'inscrivent. Il y a d'abord la capacité au niveau interne, que j'ai appelé le niveau de cohérence. C'est la capacité du système de faire face aux défis internes et le soutien moral au tandem marché-démocratie. Et là, on va distinguer la situation de cohérence faible et de cohérence forte autour de ces principes. Et puis, le deuxième niveau d'incertitude à observer, c'est l'étendue spatiale du système. Soit on a affaire à quelque chose de local, soit on a affaire à quelque chose de global. Ce qui me conduit à vous proposer, c'est cette petite matrice avec quatre cases. La fin de l'histoire, c'est le point où nous sommes encore, à mon avis. On est en train de jouer les dernières partitions, mais on a encore l'illusion d'être dans cette case-là, où il y a à la fois une étendue géographique quasi universelle et une cohérence systémique relativement forte. Maintenant, deux chemins se dessinent. Le premier, où il y a une étendue géographique reste générale, mais il y a une déperdition de cohérence au niveau du système. Mais c'est une situation où la démocratie et le marché sont là, mais ils sont contestés de plus en plus fortement jusqu'à peut-être la rupture, mais la rupture n'est pas nécessairement inscrite dans ce que je vous propose. Et puis il y a l'autre chemin qui maintient une cohérence forte, mais où la portée géographique diminue. C'est la case de la fragmentation. Le monde devient un puzzle avec des pièces plus ou moins disparates. Une de ces pièces pourrait correspondre au tandem des démocratie-marché, mais c'est pas évident, c'est pas gagné pour tout le monde. Et si les deux évolutions, en quelque sorte, se déroulent simultanément, nous avons affaire à un véritable effondrement systémique, parce que ça sera ni cohérent, ni étendu. Ce qui m'amène à ce tableau-là, qui est le véritable tableau de scénario. Je pense que le maintien de la situation actuelle, ce que j'ai appelé tout à l'heure de end of history, c'est le retour ou la redécouverte des vertus de l'économie sociale de marché, auquel j'ajoute le qualificatif de responsable. Je reviendrai tout à l'heure sur le poids de ce qualificatif de responsable.
économie sociale et responsable de marché, restaurée en quelque sorte, renforcée sur ses bases et avec des certitudes révisitées. Si nous allons vers le bas, vers une étendue géographique forte, donc une cohérence géographique mais avec une cohérence systémique moindre, nous pouvons imaginer une situation de Bretton Woods 2 qui intégrerait post-libéral. Bretton Woods, c'est de la conférence de 1944 où on a dessiné les structures de gouvernance de l'économie mondiale. Donc on peut imaginer un Bretton Woods, un accord ad minima au niveau mondial, mais qui sera sans aucun doute post-libéral, qui intégrera mieux les pays du Sud et qui établira un rapport plus équilibré entre le capital, le travail et la nature. Ce sont les défis que notre système a de la peine à intégrer. Et puis ensuite, nous avons le scénario en vert, qui est le temps des empires, c'est la consolidation de la fragmentation, un certain nombre d'ensembles relativement disparates qui se divisent le monde un peu comme la carte du monde avant la Première Guerre mondiale, avant la disparition de 5 empires issus à la fin de la Première Guerre. Mais ça sera un monde en silo, un monde avec justement des empires qui communiqueront ad minima. En tout cas, il n'y aura pas de cohérence universelle ou mondiale. Si les deux scénarios, si les deux cohérences sont perdues, nous allons vers un émiettement et une lente gestation des nouvelles cohérences. Bien sûr, l'image qui vient à l'esprit, c'est l'effondrement de l'Empire romain. Selon les historiens et les archéologues, il a fallu 3 siècles à l'Europe pour retrouver le niveau de prospérité après la chute de l'Empire romain. Il a fallu 3 siècles à l'Europe pour retrouver le niveau de développement qui était le sien auparavant. Donc, je me concentre maintenant, comment est-ce qu'on peut faire face à ces incertitudes et empêcher le délitement, la perte de cohérence totale du système. Nous ne pouvons plus nous remettre ni aux automatismes de l'histoire, ni aux certitudes. Il faut devenir acteurs plus que nous étions jusque-là. Parce qu'il y a la perspective de la sortie par le bas, la démission, le laisser-faire, le laisser-aller. Et l'indifférence, nous avons eu un petit goût de ça. Certains se souviennent dans les années 80, quand il s'agissait de placer des fusées. Les Américains voulaient pas placer les fusées anti-soviétiques en Allemagne de l'Est, en Allemagne. Et il y avait un mouvement qui disait Liberrotalstot, c'est-à-dire laissons-nous envahir le sourire aux lèvres par le communisme ambiant plutôt que de perdre de notre bien-être. Donc plutôt que nous opposer, plutôt que livrer une bataille sur les valeurs. Mais il y a aussi la sortie par le haut, qui implique une résistance, une mobilisation, une adhésion forte aux valeurs fondatrices de cette économie sociale et responsable du marché. Et pourquoi est-ce que j'ai ajouté responsable? Parce que l'économie sociale, vous le savez très bien, du marché, elle est née en Allemagne après la Deuxième Guerre. Elle a permis un fabuleux rebondissement à l'économie allemande, à la société allemande et plus largement à la société européenne. Au début des années 2000, c'est-à-dire dans le traité de Rome et dans le traité de Lisbonne, on a le traité de Rome de 2004, pas celui de la fondation de l'Union européenne. L'Union européenne a repris à son compte ce vocable d'économie sociale de marché en y ajoutant compétitive. À mon avis, c'était quelque chose qui a cassé l'esprit de l'économie sociale de marché. C'est pour ça que j'ajoute, plutôt que compétitive, je préfère responsable. Parce qu'il faut donc passer par la réaffirmation des valeurs fondatrices en tant que telles, c'est-à-dire être prêt à subir un coût pour défendre ces valeurs. Le coût en français s'écrit à la fois COUT pour exprimer le coût matériel, mais il y a aussi le coût en termes de punition physique ou de contre-coup qui a pour conséquence une certaine souffrance. Donc il faudrait, si on choisit la voie de la résistance, il faut être prêt à aller dans ce chemin de coût et de coût avec P ou avec T. Deuxième point fondamental, remettre ces valeurs, notamment la responsabilité, au cœur de chaque action, de chaque décision, de la décision micro et pas seulement macro. C'est-à-dire ne pas déléguer, ne pas penser que les autres vont s'en occuper. C'est chaque entreprise, chaque individu, dans son action quotidienne, doit inscrire cette valeur
comme dans son combat d'action éthique et morale. C'est vrai aussi pour les dirigeants, mais les dirigeants tout seuls ne feront rien s'il n'y a pas l'appui et la résonance avec ce qui se passe au niveau microéconomique. Vers une économie de marché social et responsable, ça signifie maintenir la liberté d'entreprise comme étant un joyau fondamental, mais aussi est défendu par une concurrence encadrée et surveillée. En effet, c'est pas l'absence de l'État qui assure la concurrence, c'est l'encadrement de cette concurrence par une réglementation réfléchie et adaptée. Il ne saurait y avoir de liberté sans responsabilité. La liberté, c'est bien, la responsabilité, c'est l'autre côté, l'autre versant, en quelque sorte, de la liberté. Cette responsabilité, c'est pas la sanction, c'est l'action responsable, l'action qui prévient le dommage. Mais cette action responsable, elle exige un discernement éthique à chaque moment, à chaque endroit dans l'espace social et sociétal. C'est porter attention aux générations futures dans le hic and nunc de nos actions. C'est le prendre soin dont a parlé beaucoup le pape François, notamment dans son encyclique Laudato Si, mais pas seulement. Le prendre soin comme étant le visage de la responsabilité dans tous les contextes et dans toutes les champs de l'action humaine. Et puis un point important sur l'économie sociale. On pensait que l'économie sociale, c'est une économie de redistribution. Certes, il y a une dimension de redistribution, mais la socialisation, la solidarité commence au niveau familial. C'est là qu'elle doit être renforcée. C'est là que les faibles, les malades et les petits trouvent un havre de développement et de sérénité. Donc l'économie sociale, ça doit inclure de manière explicite l'économie domestique. Solidarité aussi entre le capital et le travail. Nous sommes passés aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de le développer, dans un stade dans une situation où le travail est une variable d'ajustement. Il faut revenir à la prééminence de l'humanité ou de l'humain sur le matériel, sur le capital, qui a droit à son rémunération, mais une rémunération résiduelle et pas une rémunération prioritaire. Et bien sûr, la question du rééquilibrage nord-sud qui me paraît absolument fondamentale, c'est le mal développement, c'est la verrue qui a rangé le système depuis le début de la colonisation et plus particulièrement depuis le début de la décolonisation. Voilà, c'est sur cet appel à l'action que je vais vous quitter parce que c'est ni la technologie toute seule, ni l'intelligence artificielle ne gagnera le combat pour nous. Nous avons besoin des hommes et des femmes décidés à sortir du temps des incertitudes par le haut, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ici, en quittant cette auguste institution universitaire où on a vraiment, c'est un dernier bastion de liberté intellectuelle dans le monde qui nous entoure, et je suis vraiment profondément reconnaissant d'avoir pu travailler dans ce contexte de liberté académique absolue. Le rôle des universités est fondamental. Je crois qu'on doit, et j'ai essayé d'y contribuer un peu, remettre le discernement éthique au cours des cursus en sciences économiques et sciences sociales, où il existe, mais il existe à un niveau marginal. Il faut qu'il prenne une part beaucoup plus importante et beaucoup plus intégrée dans les disciplines qui sont enseignées par ailleurs. Il faut revenir de manière radicale sur le modèle anthropologique que véhicule une partie des théories économiques et sociales, et pour remettre encore une fois le visage de l'humain à la place qui est la sienne. Et puis, j'ai pas eu le temps d'en parler, proposer de nouvelles métriques pour quantifier le progrès. Nous vivons depuis la grande crise américaine des années 30 sous le monopole du PIB comme étant la seule mesure, la seule variable qu'il s'agit de maximiser ou de faire augmenter aussi vite que possible pour assurer bonheur et bien-être. Or, ce PIB, il a passé son temps, il a beaucoup de choses qui lui échappent, et c'est pas en le transformant en bric-à-brac d'indicateurs qu'on va résoudre le problème. Il faut des indicateurs complémentaires qui touchent d'une part l'économie domestique, d'autre part l'environnement, troisième côté la sphère publique. Et c'est quand on disposera de 4 indicateurs qu'on pourra faire des choix véritablement politiques
et véritablement retrouver les certitudes dont je viens de parler. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous laisse avec la petite feuille que je vous prie que vous avez la possibilité de méditer. Et s'il y a des erreurs flagrantes, vous avez mon adresse email pour y revenir. Merci beaucoup de votre attention.